En manchette, aujourd'hui, risque d'inondation dans la région. Rien d'alarmant pour le moment. Et le Festival de la Naudière se raconte. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information locale et régionale sur les ondes de CTRB, votre télévision. Alain Bellubert au pupitre aujourd'hui en ce 2 mars 2021. Donc, on y va. La situation dans la région semble positive en ce qui concerne les risques d'inondation. Donc, pour le moment, rien d'alarmant. Plus tôt aujourd'hui, CTRB a rencontré Jean-Pierre Gagnon, directeur général de l'organisme des bassins versants de la zone Bayonne, pour parler de la situation actuelle concernant les inondations printanières. On l'écoute. C'est ça, j'ai un petit peu été à faire un jeu de mots à la pêche là, pour savoir un peu l'état actuel de la situation. Je vous dirais qu'avec le printemps qui s'annonce, on n'est pas tout à fait rendu encore au printemps, mais avec les couverts de neige qu'on a, avec les prévisions qu'on a, il semblerait toujours être prudent, mais qu'on devrait quand même avoir un portrait assez correct pour des inondations pour le printemps 2021. Quoique ça peut toujours être, comme je vous disais, il faut être prudent, ça peut changer. On est quand même encore à un mois. OK. Habituellement, dans les observations qu'on fait à la zone Bayonne, la débâcle est toujours à peu près entre le 26-27 mars, aller jusqu'au... des fois, c'est aussi tard que le 11-12 avril, mais OK. ça se produit pas mal dans ces eaux-là. Alors, à date, oui, on a eu un petit redoux, mais on n'a pas eu, on a eu un petit peu de pluie. Mais de l'état des rivières, c'est pas rien présentement, rien d'alarmant. OK. Je vous dirais que quand notre réflexion ensemble là, par rapport aux inondations, c'est sûr que nous, à la zone Bayonne, cet organisme-là, comme j'en ai déjà parlé à CTRB, existe depuis 17 ans. Et que dans les 5 années qu'on vient de passer, je dirais à partir de 2016, oui, on a eu comme une forme d'accélération ou d'accroissement d'épisodes de crues soudaines. OK. Et ça fait que, bon, on travaille en collaboration avec tous les intervenants qui peuvent, quand il y a des inondations, je veux dire, doivent agir rapidement, comme la MRC, la sécurité publique, les services incendies. On a le ministère de l'Environnement aussi. On sait que le traumatisme de 2017 et 2019 ont été quelque chose de très, très difficile à passer. Et récemment, je dirais que dans les événements récents qu'on a eu en termes d'inondation, parce que toutes les fois qu'on a des inondations, on apprend. Ouais. Et nous, on cumule, puis on documente, puis on tente d'apprendre pour les fois d'après. Mais récemment, on a quand même eu en 2020 l'épisode du 13 avril, un épisode de pluie qui a été très très fort. Puis d'ailleurs, vous allez pouvoir voir des photos, je vais vous faire parvenir des photos. Parfait. Tout récemment, le 25 décembre passé, même, ça fait C'est vrai. à peine, même peut-être un mois, pas tout à fait un mois et demi, on a eu encore un autre épisode où est-ce qu'on a vu les rivières il y avait déjà un couvert de glace et les rivières ont été en inondation. Donc, juste au cours de 2020, pour les rivières dont on a la charge, la Chaloupe, la Bayonne, la Chicot, on a vu 2 épisodes qui ont été préoccupants, quoi, qu'il n'y a pas OK. eu, comme le 13 avril, même le 13 avril passé, on a dû des résidences qui ont dû être évacuées OK. à cause de la force de cette crue-là, mais il y a eu une très bonne réactivité. On a travaillé en collaboration avec la MRC d'Autrey, puis les municipalités de Sainte-Élisabeth, Sainte-Geneviève. OK. Fait que c'est ça, c'est qu'on essaie d'être le mieux préparé possible quand ça arrive, parce que là, on apprend qu'on a, je dirais, il faut le documenter, là, mais on a de plus en plus fréquemment. Plusieurs outils permettent de surveiller nos cours d'eau. On écoute aussi à ce sujet M. Gagnon. On a 3 stations. On a Contrecœur, le lac Saint-Pierre et la station de Sorel
qui donne les niveaux du fleuve. OK. Donc, on peut savoir, c'est ça, même je vous ai envoyé, je pense, c'est 4 stations de mémoire. Ouais. On a celle de Sorel, Contrecoeur, Lac-Saint-Pierre, et ces 3 stations-là sont gérées par le gouvernement fédéral, OK. Pêche Océan Canada. Et je vous en ai envoyé 2 qui sont gérées par le Centre d'expertise hydrique du Québec, celle de la Noret et celle de la rivière Bayonne. Ouais. Donc, ces stations-là, les graphiques que vous voyez dessus, il y en a sur certaines, vous pouvez lire un relevé qui est mis à jour à toutes les 15 minutes des niveaux. Donc, OK. quand on voit, à un moment donné, quand on a un épisode de pluie, on voit la réactivité du cours d'eau. En l'occurrence, le fleuve Saint-Laurent, je veux dire, c'est un méchant cours d'eau. On se dit que le bassin versant, 1,6 million km² de bassin versant, la masse d'eau qu'on a en amont, on sait qu'on a besoin d'avoir des instruments de mesure parce que quand le fleuve se fâche, on a vu en 2017-2019 que ça peut être pas beau. Ouais. Mais les autres aussi, comme je vous disais, celle de la rivière Bayonne, la station hydrométrique de la rivière Bayonne, que vous avez sur le lien aussi, vous donne, bien ça, on voit la réactivité quand on a un épisode de pluie ou à la fonte des glaces, OK. ou même ça nous aide à mesurer aussi, des fois quand on est en période de sécheresse, on peut voir des fois ça descend très très bas parce que comme l'été 2020, on a eu des épisodes très secs. Alors voilà, c'est ça, ces instruments-là peuvent vous aider. Et je vous invite aussi, il y a un lien qui s'appelle InfoCru. OK. InfoCru qui est géré, c'est un projet qui est géré par le Centre d'expertise hydrique du Québec, le CEHQ. Donc, je peux même vous donner le lien tout de suite, le cehq.gouv.qc.ca. OK. C'est aussi alimenté par le regroupement des organismes de bassin versant du Québec, OK. avec l'organisme de bassin versant de la zone Bayonne aussi, on est impliqué là-dedans. Donc, on est en train de, comme je dirais, tout le temps, on continue d'acquérir des outils pour réagir le mieux possible en période d'inondation. Le bassin versant du fleuve Saint-Laurent, quand on pense que devant Berthierville, quand on traverse le fleuve à la traverse, c'est un bassin versant, comme je vous disais tantôt, 1,610 000 km². Et le bassin versant du Saint-Laurent, c'est 25% de l'eau douce sur la planète qu'on a. Et c'est un des plus longs estuaires au monde. 1200 km de voies navigables quand on rentre par le Golfe. Et quand on part, j'ai fait un petit calcul hier, quand on passe devant les îles de la Madeleine, aller jusqu'à Thunder Bay, c'est 3500 km de distance. Et si on fait la même ligne, on arrive, mettons, des îles de la Madeleine, aller jusqu'en Irlande, c'est 3500 km. Donc, on navigue sur la voie navigable, on navigue, c'est presque comme si on traversait l'Atlantique. C'est de distance, alors on ne voit pas ça. Et le débit, c'est 12 000 m3 secondes. Donc, moi, j'ai un peu l'impression qu'on ne peut pas faire quelque chose de sensationnaliste, mais qu'on deal avec un monstre quand on parle du fleuve Saint-Laurent. Et quand on parle des Grands Lacs, évidemment, tout notre bassin des Grands Lacs qui est en haut, Lac Huron, Ontario, Michigan, Erie, supérieur, ben on a le dernier, c'est 82 350 km², le lac supérieur, et sa profondeur est à 406 mètres. Donc, c'est inimaginable les masses d'eau qu'on a en haut. Dans un autre domaine, le Festival de la Naudière se raconte. En effet, le réseau des diplômés et des donateurs de l'Université de Montréal présente une conférence intitulée « Le Festival de la Naudière se raconte ». Ça se déroulera jeudi le 4 mars prochain de midi à 13h15 via la plateforme Zoom. Renaud Loranger, directeur artistique du festival, et Xavier Roy, le directeur général du festival, donneront un aperçu de leur parcours et de leur travail en arrière-scène de ce festival fort important. L'événement est gratuit. Pour participer, il suffit de se rendre sur la page Facebook du Festival de la Naudière. Allons maintenant à la première pause.
Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Lorsque vous utilisez les plaques porte-clés de l'Association des amputés de guerre, vous protégez vos clés et vous aidez les personnes amputées. Être amputé, c'est faire les choses un peu différemment. Grâce à votre appui, nous fournissons aux personnes amputées une aide essentielle qui leur permet de mener une vie active et épanouie. Nous leur offrons des membres artificiels, du soutien moral et nous défendons leurs intérêts. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui. Les anniversaires en ce 2 mars, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Lucie Martel et à Monique Poulain. L'âge d'or de Lanoret souhaite bonne fête à Jean-Guy Bonnet et les amis du curé de la paroisse de Berthier souhaitent bonne fête à Daniel Roy. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 2 mars. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On poursuit en parlant des médias communautaires, exemple CTRB. Vendredi dernier, le 26 février, Amélie Hintz, qui est directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec, a comparu devant le comité d'études du projet de loi C10 au gouvernement fédéral. Rappelons que le projet de loi C10 fédéral est une loi modifiant la loi sur la radiodiffusion. On écoute Mme Hintz. Merci de nous recevoir aujourd'hui. C'est un très grand plaisir de pouvoir parler devant les membres du comité permanent de patrimoine canadien. C'est la première fois. Et on est très content de ce breakthrough. Monsieur le Président, laissez-moi vous présenter les télévisions communautaires au pays. On est établi, en fait, dans tout le pays depuis plus de 50 ans. Au Québec en particulier, il y a au-dessus de 40 télévisions communautaires autonomes réparties dans 14 des 17 régions administratives de la province. Il y en a 30 de plus dans le reste du Canada, donc on constate que finalement c'est très peu comparativement à ce qu'il y a au Québec. Il y en avait au-dessus de 300 dans les années 90, mais le manque de spécificité et de guidelines pour la télévision communautaire autonome a fait en sorte qu'ils sont disparus peu à peu au fil des modifications des lois du CRTC, entre autres. Nos télévisions produisent en moyenne 6 heures de programmation originale par semaine, dont le tiers est dédié à l'information, ce qui est quand même énorme. C'est 200 emplois à temps plein, 70 temps partiels contractuels et plus de 1500 bénévoles qui sont dédiés à la production locale. Les TV ont en général un budget qui varie entre 45 000 et 500 000 $ par année, donc c'est un très, très grand éventail. Au Québec, on a la chance d'être financé par le ministère de la Culture et des Communications, en plus de recevoir une partie des investissements qui sont faits dans les publicités gouvernementales. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas au niveau du fédéral ni dans les autres provinces au niveau communautaire. L'élément communautaire, c'est essentiel au système de radiodiffusion canadien. L'élément communautaire, c'est un des 3 piliers du système canadien avec l'élément privé et public. Puis on a plus que jamais aujourd'hui besoin d'un robuste système de radiodiffusion communautaire. Ça fait plusieurs années qu'on voit les salles de presse fermées, alors que les modèles d'affaires commerciales ont de la misère à s'adapter à la concurrence du numérique, entre autres. Les communautés en dehors des grands centres sont abandonnées et deviennent des déserts médiatiques assez rapidement.
Puis les études démontrent en fait clairement que le manque de représentation locale compromet la démocratie canadienne. Donc les radios communautaires, les radiodiffuseurs communautaires, nous on est là, on est des organismes locaux à but non lucratif créés par et pour les citoyens. Puis on s'assure en fait que les minorités, les populations locales aient accès aux plateformes d'expression traditionnelles et numériques, ce qui est très important. L'avantage des médias communautaires, c'est qu'ils font partie de la communauté, ils sont implantés à long terme, collaborent, offrent une visibilité aux entreprises, aux organismes communautaires, sportifs, aux artisans et aux artistes locaux, aux établissements d'enseignement et évidemment aux différents paliers de gouvernement, que ce soit municipal, local, provincial, fédéral, aux élus en fait qui n'auraient pas de voix dans les médias traditionnels nationaux ou régionaux. Le modèle communautaire, il est efficace, il est efficient et il est durable, puis on peut produire en fait beaucoup moins que ce qui est fait dans toutes les compagnies privées. On répond en fait à un besoin de programmation locale de la médiasphère canadienne. Puis on est très inclusif, on s'assure que les communautés locales aient une représentation et l'éducation et la formation, c'est aussi une des missions principales en fait de la division communautaire. Puis pour réaliser cette mission-là, justement, on a besoin de plus de reconnaissance et de spécificité concernant notre rôle. Puis, c'est dans cette optique-là, en fait, qu'on a fait les différentes demandes de modification à la loi qu'on vous a présentées. Voilà. Chaque semaine, le mercredi 13h30, Action Logement Lanaudière, en collaboration avec le Centre d'action bénévole d'Autrey, propose un atelier gratuit pour les locataires de 50 ans et plus et leurs proches. Ces ateliers ont débuté le 10 février dernier et se poursuivent jusqu'au 17 mars. Nous vous présentons un extrait de celui de la semaine dernière qui avait pour thème « Vieillir dans son logement ». Il s'agit de Julien Rousseau, l'agent de développement chez Action Logement Lanaudière, qui présente cet extrait. On l'écoute. Donc aujourd'hui, nos objectifs, c'est que vous connaissiez mieux vos droits et obligations en tant que locataire, puis que vous compreniez un peu leurs implications aussi pour vous. Ensuite, on veut voir c'est quoi les ressources pour le maintien à domicile. Donc, vous allez voir que je vais présenter beaucoup de ressources. Ça va être difficile sans doute de les retenir toutes en même temps aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a un cahier des participants et participantes. Puis les personnes qui veulent l'avoir, vous pourrez envoyer un courriel à Julie, puis elle va vous l'envoyer. Dans ce cahier-là, il y a toutes les ressources que je vais présenter aujourd'hui et même plus avec leurs coordonnées pour pouvoir les rejoindre. Puis aussi, je présente beaucoup de ressources, mais je ne suis pas spécialisé ou expert dans toutes ces ressources-là. Donc, je vais essayer de... N'hésitez pas à poser des questions sur les ressources, je vais essayer d'y répondre, mais des fois, c'est sûr que ça sort de mon champ de compétences, c'est vraiment le logement. Donc, des fois, les détails des crédits d'impôt, par exemple, je les connais moins, mais je suis capable de vous référer aussi vers les personnes qui vont être en mesure de vraiment répondre à des questions plus précises. Puis l'objectif général de l'atelier, c'est d'être en mesure de vivre nos choix. Donc, le logement, c'est sûr que c'est une partie essentielle de notre vie. Donc, être bien logé, puis avec les ressources aussi nécessaires pour demeurer là où on veut, c'est vraiment une étape importante là, pour vivre nos choix. Donc, le plan, on voit les droits et obligations des locataires et des propriétaires. On va parler après ça de quels sont les impacts d'une perte d'autonomie par rapport à vos droits et obligations et par rapport au fait que vous pouvez rester ou non dans votre logement. Ça va être la première partie. Puis après ça, notre deuxième partie, on va vraiment discuter des ressources pour le soutien à domicile qui existent dans la Lanaudière et plus particulièrement dans la MRC d'Autrey. Est-ce qu'on a des questions jusqu'à maintenant? Parfait. Donc, les droits et obligations des locataires. Là, on va voir les obligations. Votre première obligation, c'est de payer le loyer tel que prévu au bail. C'est-à-dire qu'il faut payer le montant du loyer au complet et il faut payer aussi à la date prévue. Donc, en général, c'est prévu pour le premier du mois, mais ça pourrait être une autre date. Ça va être inscrit sur votre bail. Puis, il faut payer le montant qui est inscrit au complet. Donc, même si vous payez les 3/4 ou même 99% du montant prévu, c'est pas suffisant. Il faut payer absolument 100% du montant prévu. Sinon, après un certain temps, après 3 semaines, en fait, ça peut avoir des implications pour vous
et votre propriétaire pourrait faire des démarches au tribunal administratif du logement, c'est le nouveau nom de la régie du logement, pour lui demander de résilier votre bail. Donc, vous pourriez perdre votre logement. On a déjà vu des cas de personnes qui manquaient 2 $ pour payer leur loyer et ils ont perdu leur logement. Donc, on paie le loyer tel que prévu au bail. Deuxième obligation, c'est d'occuper le logement aux fins prévues et de façon responsable, c'est-à-dire que le logement il sert à être habité, donc c'est pour ça que vous le louez. Et de façon responsable, c'est sûr qu'il y a des questions d'entretien, etc. Troisième obligation, faire les petites réparations d'entretien. Donc, un exemple, c'est de changer une ampoule, ça relève de vous. Et aussi, les bris ou les problèmes dont vous seriez vraiment responsable, ce serait à vous aussi de voir à ce qu'ils soient réglés. Quatrième obligation, respect de la jouissance paisible des lieux des voisins. Donc, vous devez être un bon voisin, finalement, ça veut tout simplement dire ça. Ensuite, remettre le logement en bon état. Donc, quand vous quittez votre logement, quand le bail est terminé, vous devez évidemment retirer vos choses, mais je pense que ça va être dans votre intérêt de partir avec vos affaires, mais aussi un petit ménage, puis s'assurer aussi qu'on le remet autant que possible dans l'état dans lequel on l'a trouvé. Dans le fond, c'est ça qui est important. Dernière obligation que je nomme ici, c'est de permettre l'accès au logement. Donc, de temps en temps, votre propriétaire a le droit de visiter votre logement en autant que ce soit fait de façon responsable et raisonnable. Donc, si les visites du propriétaire reviennent à du harcèlement, là, ça ne fonctionnerait pas. Mais si c'est pour faire des réparations, faire des vérifications une fois de temps en temps, là, c'est des visites qui sont plus raisonnables. Donc là, vous devez permettre l'accès à ce moment-là. Donc ça, c'est les obligations principales. Elles ne sont pas toutes écrites. Il y en a une autre que je veux aussi soulever. Vous devez aviser votre propriétaire dès l'apparition d'un problème. Donc, quand il y a un problème au niveau, par exemple, de la plomberie, un problème avec les voisins, n'importe quoi, il faut aviser très rapidement votre propriétaire. Allons maintenant à la pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de guerre qui m'ont donné me protègent. Merci! À son domicile, le 28 février dernier, à 74 ans, est décédé M. André Robillard, époux de Mme Carole Bello. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils, Mathieu Bello, Jesse Kim Gadouri, son petit-fils Malik, son frère, sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère, Robert Robillard, feu Nicole Duval, Denise Robillard, Albert Boucher, Henriette Bello, René Bello, Maurice Lepage, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. En raison de la situation liée à la pandémie actuelle, la famille a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure, et cela en toute intimité. Paisiblement auprès des siens, à son domicile, le 23 février à 91 ans,
est décédé M. Maurice Brûlé, époux de Mme Claire Massé, demeurant à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Guy Brûlé, June Grégoire, Chantal Brûlé, Alain Bellumeur, ses petits-enfants, Francis Brûlé, Hans Brûlé, Aurélie Valois, William Brûlé, Cathy Perlag, son arrière-petit-fils Léandre et bébé Scarlett à venir, son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Marie-Berthe Brûlé, feu Maurice Dubé, Monique Brûlé, feu Léo Fafard, Marcel Laurando, feu Roland Brûlé, André Brûlé, Rita Tram, Véronique Massé, Rosaire Fafard, Lise Lecourt, feu Viateur Massé, Lise Massé, feu Gilles Rochelot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le 15 mai prochain, dès 13h à l'église de Saint-Barthélemy. Suivront les funérailles à 14h30. Les cendres de M. Brûlé seront déposées au columbarium du complexe funéraire Thériault à Berthierville. Une nouvelle concernant la COVID dans la Naudière, maintenant en date du 2 mars. La MRC d'Autrey compte 126 cas, c'est un de plus que hier. La situation semble donc se stabiliser. Espérons qu'elle reviendra à la normale. Les autres MRC de la Naudière, on parle de baisse un peu partout. Matawini, 20 cas. Montcalm, 19 cas. Joliette, 45 cas. Même les deux municipalités avec beaucoup de cas ont des baisses. L'Assomption est rendue à 173 cas. Desmoulins à 160 cas. Bref, 543 cas actifs dans la Naudière, 11 hospitalisations, 7 personnes aux soins intensifs, 492 décès, aucun de plus qu'hier, et on parle de 19 333 personnes qui ont contracté la COVID-19 et qui sont aujourd'hui rétablies. Dans les municipalités, évidemment, on parle à Lanoret de 75 cas maintenant, 14 à Berthierville, 11 à Lavaltrie, 15 à Saint-Ignace-de-Loyola. Toutes les autres municipalités ont environ 0 à 5 cas, donc moins de 5 cas. Voilà, c'était vos informations. La météo. Allons-y avec notre météo. Parle mardi soir, averse de neige, environ 1 cm. Même chose pour la nuit. On parle de moins 10 degrés. Moins 9 demain matin, mercredi matin. Moins 9 degrés, un petit peu de neige. En après-midi, soleil, beau soleil. On parle de moins 3. Dans la soirée, c'est dégagé. Mercredi, c'est dégagé le soir et la nuit. On parle de moins 7 et dans la nuit, moins 14. Bref, des belles heures en perspective à l'avenir, un petit soupçon de neige, mais rien de très problématique. Voilà, c'était vos informations en ce 2 mars. Alain Bellumeur au Pépites qui vous invite à notre bulletin de nouvelles de demain. Au revoir. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.